réparti les rôles et que je vais essentiellement consacrer mon propos à parler de ce qui se passe après ce qui a été discuté jusqu'à présent. On a beaucoup discuté de la ressuscitation initiale, des traitements, de la médicalisation de la prise en charge, ce que les Américains appellent l'Advanced Life Support. Et puis, moi, mon rôle de réanimateur dans un centre où on prend en charge pas mal de malades comme ça, c'est plutôt, effectivement, de m'intéresser à ce qui touche au syndrome post-arrêt cardiaque et aux avancées thérapeutiques qui ont eu lieu dans ce domaine-là. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, sauf peut-être avec Bard qui fabrique des systèmes refroidissants. Et je voulais juste introduire mon propos en vous rappelant que à 2-3 endroits, on peut même dire probablement 4-5 endroits en France, il y a des gros registres qui sont mis en place et qui vont nous fournir beaucoup d'informations sur l'épidémiologie et le devenir de ces patients qui ont présenté une mort subite, un arrêt cardiaque extra-hospitalier, et que par exemple dans la région Rhône-Alpes et à pas mal d'autres endroits en France, le registre REAC s'est mis en place, mais qu'en Île-de-France, on a également mis en place un registre dans un centre d'expertise mort subite et que du coup on commence à avoir, grâce à ces différents registres, une photographie de plus en plus précise de ce que ça représente, notamment en termes de devenir. Voilà ce que c'est le devenir de ces malades. On part du gros rond à gauche en allant vers le plus petit en bas à droite et on se rend compte immédiatement sur des données brutes françaises de ce qui se passe dans notre vie à nous de tous les jours que le pronostic de ces patients demeure extrêmement mauvais. La première constatation qu'on peut faire, c'est que le taux de survie actuel, il est de l'ordre de 7% à peu près, qu'on n'a pas à être ni fier ni ennuyé par ce chiffre, parce qu'il est extrêmement comparable en fait à ce qui est observé dans pas mal de registres à travers le monde. On n'est pas extrêmement différent. Et de ce point de vue-là, il faut aussi considérer que du coup, ne s'intéresser qu'aux données concernant les 7% de survivants, c'est probablement pas une très bonne idée, notamment en termes par exemple de recherche étiologique. Il est vraisemblablement beaucoup plus important de se focaliser sur ce qui se passe tout à fait à gauche de la chaîne. Alors pourquoi la mortalité est toujours aussi mauvaise? Pourquoi elle est très élevée? C'est d'abord et avant tout lié à l'échec de la réanimation initiale. Quantitativement, c'est quand même là que la perte de charge est la plus importante, incontestablement. C'est lié au fait que, malgré tous les efforts déployés par la chaîne des secours initiaux, malgré la défibrillation précoce, malgré l'activité des premiers témoins et de la médicalisation ensuite, eh bien malheureusement, il y a beaucoup de décès sur le champ. Mais en revanche, on peut aussi se souvenir que même parmi ceux qui sont amenés vivants à l'hôpital, quand je dis vivants, c'est qu'il y a eu un succès de la réanimation initiale et que donc il y a pu y avoir un transport vers un service de réanimation, les patients ont pu nous être amenés, et bien que malgré tout, les chiffres montrent qu'on va perdre ensuite environ 70-80% de ces patients. 70 à 80%, c'est le chiffre qu'on peut retenir, c'est la mortalité en réanimation et pendant les premiers temps de l'hospitalisation qui est observée chez ces victimes. Comment ces malades-là meurent? De quoi meurent-ils? En combien de temps? Eh bien, vous voyez, c'est représenté sur ce graphique. Vous voyez qu'au fil du temps, la mortalité se répartit d'une manière relativement inéquitable entre les causes neurologiques et les causes directement liées à l'état de choc qu'on observe assez communément dans les premières heures après la réanimation cardiopulmonaire. L'état de choc et les défaillances d'organes qui sont en rapport avec cette défaillance, avec cette anomalie cardio-circulatoire, eh bien, tuent essentiellement pendant les 2-3 premiers jours. Malgré tout ce qu'on fait, malgré le traitement du choc post-ressuscitation, la mortalité en gris est particulièrement importante au cours de ces premières heures et des premiers jours. Et puis vous voyez qu'en revanche, au fil du temps, au fil des jours qui passent, les décès qu'on observe ensuite sont essentiellement des décès en rapport avec les causes neurologiques en noir. Et au fil du temps qui passe, cette mortalité d'origine neurologique devient largement prépondérante. Et d'ailleurs, in fine, elle reste évidemment la principale cause de décès de ces patients. Donc, de manière un peu simpliste, on doit se souvenir que les malades meurent de 2 grandes catégories de causes, du choc post-arrêt cardiaque, très initialement, pendant les premières heures, les premiers jours, et plus tardivement, quand on constate que les dégâts neurologiques sont des dégâts neurologiques qui ne sont pas compatibles avec la survie. Et bien sûr, vous l'imaginez ou vous l'avez déjà deviné, les morts neurologiques ici en noir sont pour l'essentiel d'entre elles des décès directement liés à l'interruption du support de réanimation, des supports vitaux d'organes et en particulier au retrait de la ventilation mécanique, quel que soit le moyen qui est employé.
syndrome post-ressuscitation, qui donc conduit à une mortalité élevée, eh bien, on a pris l'habitude de considérer qu'il s'agissait de quelque chose d'assez complexe, mais qu'on pouvait résumer ou essayer de catégoriser sous la forme d'un puzzle avec 4 grandes pièces essentielles. Et la première pièce d'entre elles étant vraisemblablement la persistance de la cause. Le fait qu'on n'ait pas trouvé quelle était la cause de l'arrêt cardiaque est vraisemblablement associé, en tout cas on peut y penser facilement, au fait qu'on n'a pas non plus traité cette cause et qu'évidemment la persistance et l'absence de traitement de la cause vont probablement favoriser la survenue du décès ultérieur. Je n'ai pas de preuves pour confirmer que ce que je dis est vrai, sauf peut-être dans le domaine de la pathologie coronaire aiguë, car quand on soupçonne ou quand on peut même prouver que la cause était d'origine coronaire, il est tout à fait vraisemblable qu'avoir reperfusé l'artère coronaire en cause, et peut-être même avoir traité l'ensemble des lésions coronaires présentes chez ce patient, puisse être associé à un bénéfice. Ça avait déjà été évoqué, c'est donc pas très nouveau, par Christian Spalding il y a maintenant presque une quinzaine d'années, dans une étude un peu pilote et princeps, au cours de laquelle il avait montré que quand on explore systématiquement par une coronarographie des patients chez lesquels on ne sait pas quelle est la cause de l'arrêt cardiaque lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, eh bien que quand on fait ça, on va trouver une occlusion coronaire assez fréquemment, une fois sur deux, et que quand on traite cette occlusion coronaire rapidement dès l'admission à l'hôpital, eh bien que c'est associé à une augmentation très significative des chances de survie du patient à distance. Cette étude un peu pilote eh bien, a été confirmée ensuite par pas mal d'études supplémentaires, pas sous la forme d'études randomisées qui auraient testé 2 stratégies, l'une un peu conservatrice et qui consisterait à admettre le malade en réanimation et à voir et attendre, comme on dit, et à une stratégie plus invasive et systématique, mais dans des essais plutôt observationnels où, comme dans cette étude observationnelle reconduite sur notre centre, on a pu montrer que, effectivement, sur un plus large effectif de patients, puisqu'il y avait environ 450 patients dans cette étude, quand on reperfuse la coronaire responsable de l'arrêt cardiaque, c'est associé à une amélioration du pronostic. Ce n'est pas donc quelque chose de très nouveau. Ce qui est plus récent, c'est que ça a été montré dans différents registres, et en particulier dans des cohortes nord-américaines. Ce bénéfice de la reperfusion coronaire précoce ne se traduit pas uniquement par une amélioration de la survie hospitalière initiale, donc avec un critère de jugement relativement précoce, mais ça se poursuit dans le temps. Le bénéfice rendu au patient initialement en ayant fait ça, il se traduit non seulement par le fait qu'il y aura plus de survivants à la sortie de l'hôpital, mais que quand on regarde ensuite ce que deviennent les survivants, et c'est ce qui a été fait dans ce travail, 1000 survivants d'arrêt cardiaque qui quittent l'hôpital et on regarde ce qu'ils deviennent en termes de survie au fil des années qui passent, 5 années environ, eh bien vous voyez qu'il vaut mieux appartenir au groupe de ceux qui sont représentés en termes de survie en rouge, parce que c'est le groupe dans lequel on observe évidemment la meilleure survie au fil du temps, par comparaison aux autres groupes de patients, notamment au groupe de patients le plus bas situé en termes de survie, c'est-à-dire celui qui n'a eu ni hypothermie thérapeutique, on en reparlera, ni reperfusion coronaire précoce. Donc ce qui est récent et nouveau, c'est de dire que vraisemblablement cette reperfusion coronaire précoce, eh bien, elle est associée à un bénéfice qui se poursuit au cours du temps, au cours de la vie de ce patient qui survivra. Alors, ce qui est évidemment également nouveau, c'est que du coup, et on en a discuté longuement dans une controverse hier avec Agnès, on cherche à en estimer le bénéfice dans des sous-groupes de patients qui seraient des sous-groupes d'intérêt. En gros, peut-être qu'il n'est pas possible de faire une coronarographie systématique à tous les patients partout dans le monde et en particulier partout en France. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à essayer de mieux cibler encore les patients pour lesquels on a encore plus de chances de trouver une lésion coronaire aiguë récente. Ce n'est pas facile à faire. On est plus dans la boule de cristal quand on essaye d'analyser, par exemple, la valeur prédictive de l'électrocardiogramme qui a été fait immédiatement après la ressuscitation, parce que, par exemple, cet ECG, il est très difficile à interpréter. On cherche en ce moment à essayer de raffiner cette stratégie pour essayer effectivement de la réserver aux meilleurs patients. Alors, quand on a envie d'améliorer le devenir de ces patients, eh bien, on doit se souvenir que ces malades chez lesquels il y a une reprise d'activité circulatoire qui se prolonge au cours du temps, eh bien, ça provoque dans l'organisme ce qu'on appelle un gros syndrome d'ischémie-reperfusion. Alors, je vous ai mis volontairement quelque chose d'un peu compliqué à comprendre,
Parce que c'est très compliqué, ce syndrome d'ischémie-reperfusion. On a du mal à savoir ce qui en est véritablement responsable. Mais il faut le voir d'une manière très simple. Ça veut dire que la machinerie cellulaire, les tissus, ne sont pas dans un état qui leur permet de retravailler correctement dans les premières minutes, les premières heures et les premiers jours. Et par exemple, il est très clair que pendant la ressuscitation, il faut donner de l'oxygène et réoxygéner correctement le patient, mais il est très vraisemblable également que les cellules, pendant un certain temps, ne savent pas utiliser correctement ce réapport massif en oxygène pendant cette phase de reperfusion. Et ça peut paraître donc paradoxal, mais l'oxygène est peut-être quelque chose qui participe à l'aggravation de ce phénomène d'ischémie-reperfusion. C'est paradoxal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, peut-être. Par exemple, en se souvenant que dans les études des dernières années, il a été observé que quand on nous amène un malade à l'hôpital qui a été réanimé d'un arrêt cardio-pulmonaire, eh bien, le fait qu'il soit réoxygéné de manière trop importante, que sa PO2 initiale à l'arrivée sur les gaz du sang soit très élevée, eh bien, ça n'est pas associé à un bénéfice pour le patient. Et même en termes de survie, c'est ce que ces auteurs ont fait, c'est vraisemblablement plutôt associé à une altération du pronostic. Et ça se comprend par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est tout à fait vraisemblable par rapport aux patients qui sont normoxiques, c'est-à-dire qui ont une PO2 à peu près normale sur les premiers gaz du sang, que ces malades qui sont trop oxygénés sont des malades qui donc ont peut-être reçu un peu trop d'oxygène pendant les premières minutes et les premières heures, et que ça puisse avoir éventuellement un effet délétère. C'est une piste. Il n'y a pas d'essai randomisé qui prouve que ce que je dis est vrai, mais il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là et d'autres qui challengent cette opinion. Mais en ce moment, la réflexion, c'est de dire, après tout, si c'est peut-être dangereux de donner trop d'oxygène, alors vraisemblablement, il est très utile de bien regarder ce qu'on fait pendant ces premières minutes et ces premières heures, et par exemple, très simplement, de regarder la SPO2 et de la maintenir dans un range normal, sans de saturation, ce n'est pas forcément nécessaire. 95 ou 96 de saturation, c'est déjà s'assurer que la PO2 est vraisemblablement dans un range normal. On veut également s'assurer que la physiopathologie de ce syndrome d'ischémie-reperfusion est bien comprise, et les travaux les plus récents montrent que probablement on comprend de mieux en mieux. Mieux comprendre le phénomène d'ischémie-reperfusion, c'est par exemple considérer, et quelques papiers le montrent, que l'ischémie-reperfusion de la région splanchnique abdominale, qui était considérée comme quelque chose de pas très important, on pense évidemment au cœur, on pense au cerveau, on oublie que cette ischémie-reperfusion intestinale, que c'est un gros organe qui contient beaucoup de bactéries, puisse conduire à des phénomènes extrêmement sévères pour l'organisme, notamment en termes de relargage dans le plasma, dans le sang, d'endotoxines, qui sont des produits de dégradation des bactéries, par des phénomènes probablement de translocation bactérienne au travers de la paroi digestive, qui sont justement favorisés par ce phénomène d'ischémie-reperfusion. Et bien que ce phénomène de relargage endotoxinique soit effectivement associé à une altération des phénomènes anormaux de dysfonction cardio-circulatoire, d'aggravation hémodynamique, peut-être de dysfonction rénale, etc., etc. C'est ce qu'on a mis en évidence dans des travaux réalisés dans notre centre récemment, où on montre que quand on dose l'endotoxine dans le plasma de ces patients immédiatement et au fil du temps après leur admission, après la ressuscitation, au cours des premières heures et des premiers jours, on observe effectivement une présence très anormale d'endotoxine dans le sang, et on observe également que plus il y en a, et plus les manifestations cliniques et biologiques de dysfonction cardio-circulatoire, par exemple, de choc post-arrêt cardiaque, sont importantes. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de mieux comprendre la physiopathologie en termes de traitement? Pour l'instant, pas encore. Mais c'est aussi probablement une piste extrêmement intéressante pour l'avenir, parce que avoir mis en évidence ces anomalies, c'est se donner peut-être la possibilité, par exemple, d'aller vers des traitements dans le futur qui seront des traitements destinés justement à traiter ce phénomène endotoxinique, à traiter la réaction inflammatoire systémique, à la prendre en charge, par exemple, par des procédés épuratifs qui sont déjà assez utilisés
dans le contexte du choc septique, où on peut par exemple faire de l'hémofiltration avec des membranes un peu spéciales ou des techniques spéciales destinées à enlever du plasma justement toutes ces mauvaises humeurs déclenchées, provoquées par le syndrome d'ischémie-reperfusion. Ce qu'on avait déjà tenté de faire par de l'hémofiltration à haut volume il y a une dizaine d'années dans le service, et on avait montré que c'était une piste très très intéressante, puisque quand on faisait de l'hémofiltration à haut volume à ces victimes d'arrêt cardiaque, eh bien, on avait montré, dans une étude pilote, qu'on pouvait comme ça diminuer la mortalité précoce, celle qui était en grise sur mon premier graphique, liée à l'état de choc initial. Ça ne semblait pas changer grand-chose, malheureusement, sur le plan cérébral, mais ça limitait considérablement la mortalité précoce liée à l'état de choc. Malheureusement, l'hémofiltration à haut volume, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est une technique très, très, très compliquée à généraliser, assez difficile à mettre en œuvre. Et par conséquent, actuellement, eh bien, on travaille, et je voulais vous en parler pour que vous soyez au courant, à essayer d'utiliser, de continuer sur cette piste-là, le traitement du choc post-arrêt cardiaque par des procédés épuratifs, mais en essayant d'utiliser, de tester des membranes, des techniques qu'on a largement l'habitude d'utiliser dans les services de réanimation, comme par exemple la machine Prismaflex et des circuits tout à fait habituellement utilisés, mais en remplaçant la membrane, en mettant en place cette fois une membrane un peu spéciale qui aura comme caractéristique, entre autres, de pouvoir justement retirer du plasma facilement les mauvaises humeurs dont je parlais tout à l'heure. C'est une piste, je n'ai pas encore de résultats à vous montrer, il y a des études qui sont en cours, dont une en cours dans notre centre, et il se pourrait qu'on ait des résultats effectivement intéressants à vous montrer dans l'avenir. Si on veut bien traiter ces patients, ça veut dire bien penser, toujours dans le contexte de ce choc post-ressuscitation, qu'il y a des anomalies portant sur le fonctionnement du myocarde. Alors, on peut penser que quand la réanimation cardio-pulmonaire a bien fonctionné, que le cœur est reparti, que le cœur ensuite fonctionne bien. Sauf évidemment s'il y a une cause cardiaque. Mais en fait, pas du tout. Même quand il n'y a pas de cause cardiaque et qu'il n'y a pas de cause coronaire à la mort subite initiale, que par exemple il s'agit d'un tout autre phénomène comme, je ne sais pas, une cause respiratoire primitive ou neurologique, eh bien le cœur ne marche pas. Pendant les premières heures et même parfois les premiers jours, il y a ce qu'on appelle une dysfonction myocardique post-arrêt cardiaque. Et les phénomènes qui y contribuent sont essentiellement liés à la difficulté de la ressuscitation initiale. Le cœur, le myocarde, est un des organes cibles de l'ischémie-reperfusion initiale, incontestablement. Le fait qu'on ait dû utiliser beaucoup de chocs électriques contribue à la survenue et à l'aggravation de cette dysfonction myocardique. C'est mieux pour le myocarde d'être reparti avec un seul choc qu'avec plusieurs chocs. Il va en souffrir de cette accumulation de chocs électriques. Même avec tous les raffinements, l'amélioration des défibrillateurs, ça continue d'être forcément quelque chose d'un peu délétère. S'il y a une cause coronaire en plus, même si elle a été traitée tôt, elle a pu endommager le myocarde et ça peut également contribuer. Mais tout à l'heure, ça a été évoqué par Agnès, il n'est pas du tout impossible que l'adrénaline elle-même soit également forcément quelque chose qui soit un peu délétère pour le myocarde. Ce n'est pas rien d'administrer beaucoup d'adrénaline et plus on en a donné pendant la ressuscitation, et moins bonnes seront les chances effectivement, non pas de reprise d'activité circulatoire spontanée initiale. Je vous remontre ce qui avait été montré déjà tout à l'heure par Agnès. Quand on regarde effectivement les chances de récupération d'une activité circulatoire spontanée, on peut considérer qu'elles sont améliorées par l'emploi de l'adrénaline. C'est vrai. C'est le très gros registre japonais. En revanche, quand on regarde ensuite l'association entre l'utilisation de l'adrénaline initialement et le devenir ultérieur, c'est-à-dire la survie à distance, à la sortie de l'hôpital, et même encore plus loin au cours des mois et des années qui suivent, alors vraisemblablement il y a une association négative. Et ça force la réflexion sur le fait que peut-être qu'il faut continuer effectivement à utiliser l'adrénaline initialement pour augmenter les chances de récupération d'une activité circulatoire spontanée, mais peut-être aussi qu'il faut qu'on réfléchisse quand même à en utiliser le moins possible ou à la combiner avec d'autres traitements qui auraient moins d'effets délétères, notamment peut-être sur le plan myocardique et cérébral. Par exemple, je suis désolé, il manque un petit bout de la diapositive, mais on peut peut-être aussi se souvenir que dans ce choc post-ressuscitation, en plus de la participation de tout ce que je vous ai dit, il y a une sorte d'insuffisance surrénalienne, avec une réponse anormale à la stimulation surrénalienne et des taux de cortisol endogène qui sont altérés.
comme ça a été observé d'ailleurs au cours du sepsis, et vous le savez, ça a conduit chez les malades les plus sévères à recommander l'utilisation de petites doses substitutives d'hydrocortisone dans le choc septique. Et bien, d'une manière assez similaire, la réflexion se porte sur le fait que, puisque chez les malades les plus graves qui souffrent de ces différentes dysfonctions, on pourrait peut-être réfléchir à combiner l'utilisation de l'adrénaline initialement avec un autre vasopresseur comme la vasopressine, dont on vous a dit tout à l'heure que quand on les met face à face, eh bien l'un n'importe pas la conviction et qu'autant continuer l'adrénaline, mais quand on les combine entre elles, quand on additionne en plus des petites doses de cortisone ou de son substitut au cours des premières heures et des premiers jours chez les malades les plus graves, ceux qui ont le choc post-résuscitation, eh bien il y a des arguments pas inintéressant, comme cette étude randomisée grecque qui a été publiée au cours des 12 derniers mois, pour considérer que peut-être ça pourrait améliorer la mortalité à distance de ces patients. C'est une piste, ça fait partie actuellement des pistes de réflexion qui pourraient nous amener à modifier nos pratiques ultérieurement. Il n'en reste pas moins que chez les malades les plus graves qui ont ce choc post-ressuscitation et cette dysfonction myocardique, assez souvent, on est obligé d'envisager de faire mieux, d'utiliser des assistances circulatoires. Il y a différents systèmes qui sont proposés actuellement, qui sont des ponts vers une évaluation neurologique, en gros, qui sont proposés pour nous permettre de pouvoir attendre un petit peu plus longtemps. Aucune d'entre ces systèmes a véritablement montré sa supériorité, sauf peut-être dans le contexte de l'arrêt réfractaire, où là, on n'a pas le choix, et on pourra en rediscuter, tout à l'heure. Le seul système qui puisse prolonger la vie de ces patients, c'est évidemment l'assistance circulatoire extracorporelle. Dans le contexte de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, il a été montré que ça améliorait de manière très, très significative la survie des patients qui sont en arrêt réfractaire. Ce qui est nouveau, et on pourra en débattre, c'est que on a dit tout à l'heure, de temps en temps, ces malades, on n'a même pas le temps de les amener à l'hôpital pour qu'ils puissent recevoir l'ECMO, le CLS, qui pourrait peut-être engendrer une survie. Actuellement, il faut que vous sachiez, et vous le savez probablement, il y a des médecins préhospitaliers qui se disent que, puisqu'on n'aura pas le temps de l'amener à l'hôpital, on peut peut-être le faire sur le terrain, pourquoi pas? Pourquoi perdre du temps à transporter le patient? Pourquoi ne pas utiliser les moyens qu'on a sur le terrain pour le faire? On est dans les cas rapportés, pour l'instant, rien de plus, mais ça fait là aussi partie des perspectives envisageables. Et enfin, et je terminerai par ça, évidemment, le cerveau est responsable, les dégâts cérébraux sont responsables de ce qui va se passer ensuite, et on a du mal à imaginer, au moment où on reçoit d'autres malades, comment il va évoluer ultérieurement, est-ce qu'il va récupérer ou pas, est-ce qu'il va récupérer un niveau de conscience normal ou au contraire constituer un état végétatif persistant ou permanent. On réfléchit actuellement sur l'emploi de médicaments qui pourraient améliorer le devenir neurologique de ces patients. Chez l'animal, beaucoup de ces molécules ont été testées avec des effets extrêmement encourageants. Et moi, je veux vous dire qu'en France, il y a des essais cliniques qui ont testé certaines de ces molécules. Il y a eu 2 gros programmes de recherche qui ont été menés. L'un sur la cyclosporine, pas pour ses effets immunosuppresseurs, je vais vous en reparler, et l'autre qui porte sur les analogues de l'érythropoïétine. La cyclosporine, vous connaissez son utilisation pour ses effets immunosuppresseurs dans le contexte de la greffe, essentiellement, mais elle a aussi des effets intéressants pour bloquer les phénomènes délétères liés à l'ischémie-reperfusion. Pour faire simple, la cyclosporine est capable de contrecarrer dans la cellule directement, au niveau de la mitochondrie, les phénomènes qui vont peut-être conduire à une mort cellulaire retardée déclenchée par ces phénomènes. Et ça se traduit par une amélioration du fonctionnement des organes chez l'animal qui a été soumis à un arrêt cardiaque et probablement également chez les patients. Ça veut dire que peut-être on peut espérer que si on donnait une petite dose de cyclosporine pendant la ressuscitation, peut-être que le phénomène d'ischémie-reperfusion sera moins sévère et peut-être qu'il y aura plus de protection cérébrale notamment, et peut-être que ça améliorera la survie. Je n'ai pas de réponse encore à vous donner parce que Laurent Argot a terminé l'étude Cyrus. Il est en cours d'analyse des résultats, mais vous verrez dans les mois à venir la publication qui accompagnera la publication des résultats. À titre personnel, moi j'ai conduit un programme de recherche sur l'érythropoïétine et ses analogues, toujours pour la même raison, parce que l'érythropoïétine a des effets hématopoïétiques. Vous le savez que ça augmente l'érythropoïèse, notamment chez les gens qui ont une insuffisance rénale, mais on a découvert récemment qu'elle avait en plus des effets protecteurs sur les tissus. Il faut en donner une très forte dose, mais quand on fait ça chez l'animal, qu'on agresse, notamment quand on lui fait différentes choses désagréables sur le plan cérébral, ça protège son cerveau. Est-ce qu'on peut transférer ces résultats observés chez l'animal à des effets cliniques? On ne sait pas encore.
Il y a pas mal de programmes de recherche qui ont été effectués et pour l'instant, il faut le reconnaître, avec des résultats qui sont décevants, que ce soit dans l'infarctus du myocarde, que ce soit dans l'AVC, dans l'accident vasculaire cérébral ischémique. Les résultats qui étaient très encourageants chez l'animal ne se sont pas traduits en résultats intéressants sur le plan clinique. Dans l'arrêt cardiaque, pour l'instant, on en est à des résultats qui sont liés à des effets essentiellement observés dans des études pilotes. La grosse étude randomisée est désormais tout à fait terminée et cette étude, qui s'appelle EPO-ACR02 et à laquelle vous avez peut-être participé, est une étude dans laquelle on a testé l'intérêt qu'il y avait à administrer une forte dose d'érythropoïétine à ces malades-là et vous aurez également probablement l'occasion d'observer quels sont les effets cliniques de cette stratégie d'utilisation de ce médicament neuroprotecteur dans les mois à venir, peut-être conjointement avec les résultats de l'étude Cirrus. Et évidemment, je ne peux pas terminer ce topo sans parler de froid, car ça reste effectivement la pierre angulaire de la prise en charge en termes de neuroprotection de ces patients. Ça a été un peu challengé récemment pour deux raisons, essentiellement sur la cible thermique, non pas sur le fait qu'il faille ou pas faire du contrôle thermique ciblé. Il n'y a pas de remise en cause de ce traitement. Aucun expert ne remet en cause l'idée qu'il faille faire du contrôle ciblé thermique en post-arrêt cardiaque. La discussion vient de c'est quoi la cible? Est-ce qu'il faut continuer à faire 33 degrés comme on faisait jusqu'à présent ou est-ce qu'on peut changer la cible? Et vous savez qu'il y a une étude publiée dans le New England très récemment qui a montré que dans une population très particulière, très ciblée, qui ne correspond peut-être pas à la population des malades qu'on traite quotidiennement, et qui sont des malades ressuscités relativement vite d'une fibrillation ventriculaire, que faire 33 ou 36 degrés ne conduisait pas à observer de différences significatives. Dans cette étude qu'on appelle TTM, dans l'étude TTM, il n'y avait pas de différence significative entre ces deux stratégies. Il y a évidemment en ce moment une réflexion sur le fait qu'on puisse recommander ou pas de faire 33 ou 36 degrés. Mais encore une fois, ça n'est pas une remise en cause du fait qu'il faut faire du contrôle ciblé de la température. Et enfin, le deuxième challenge, si on fait du contrôle ciblé, c'est est-ce qu'il faut commencer tôt dans les études expérimentales? Oui. Toutes les études expérimentales, comme celle-ci, montrent que le fait de débuter l'hypothermie thérapeutique chez des animaux chez qui on provoque un arrêt cardiaque, que commencer tôt est toujours associé à une amélioration du pronostic de ces petits animaux. La barre noire est la plus importante dans le groupe des animaux chez lesquels on a commencé tôt et chez lesquels on a fait beaucoup et bien. Chez l'être humain, ce n'est pas évident, parce que c'est vrai que pour l'instant, la seule stratégie qui a été véritablement bien testée, c'était de faire du remplissage par du sérum salé froid à 4 degrés pendant la période préhospitalière versus une stratégie tout à fait habituelle qui consiste à ne refroidir qu'à l'arrivée à l'hôpital. Dans cette étude randomisée nord-américaine dont les résultats ont été publiés tout à fait récemment, le fait de commencer pendant la période préhospitalière avec cette méthode n'était pas associé à une amélioration du pronostic et donc challenge l'idée qu'il faille commencer tôt et commencer par cette technique. Et même ils observaient un plus d'effets secondaires dans le groupe de ceux qui avaient reçu le sérum salé froid. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer tôt et la perspective dont je voulais vous parler, c'est que peut-être le sérum salé, c'est peut-être pas la bonne technique. Peut-être que faire beaucoup de sérum salé tout à fait initialement, c'est peut-être pas idéal. On pourrait en redébattre. Et il y a évidemment des gens qui se sont dit on peut peut-être essayer de refroidir très tôt, peut-être pendant l'arrêt cardiaque d'ailleurs, avec des systèmes qui refroidissent exclusivement presque l'extrémité céphalique elle-même, comme le système Rhinoshield qui décompresse du perfluorocarbone dans la cavité oropharyngée, qui sont des systèmes qui, pour l'instant, n'ont pas encore démontré leur supériorité et leurs bénéfices attendus, mais qui seront probablement l'objet de résultats très intéressants dans les temps à venir, car l'essai Princesse, c'est son nom, a vertu à montrer qu'effectivement, faire ça avec ces systèmes-là pourrait apporter un bénéfice. Et donc, je voudrais juste conclure en disant, vous voyez, dans cette situation de syndrome post-arrêt cardiaque, il y a beaucoup de perspectives. Moi, j'attends encore pas mal de modifications dans les mois et les années à venir. Et donc, je suis sûr qu'on aura à rediscuter de ces différentes options très prochainement. Merci beaucoup.